Et c'est à présent Alice Ducrot qui est à mes côtés en plateau, gérante chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Alice. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon, un commentaire après la discussion qu'on avait avec Géraldine. Vous êtes plutôt vers à moitié vide, vers à moitié plein. À quel type de choc est-ce que les marchés, les investisseurs se sont préparés en cette fin d'année 2022 ? Vers à moitié plein. Ouais. Par nature. Trop de mauvaises nouvelles tuent les mauvaises nouvelles. Il est temps de regarder un peu devant. Mais ce serait facile à dire. C'est assez consensuel et c'est quand même dans le marché d'être complètement déprimé et au bout du rouleau. Je crois qu'il ne faut pas lâcher. Nous, chez Bordier, on est des investisseurs de long terme. Évidemment, on va avoir une appréciation de la macro très fine, enfin le plus fin possible, de manière à pouvoir regarder quels curseurs surveiller. Et aujourd'hui, nous les avons identifiés. Clairement, c'est le rythme de relevé de taux de la Fed, le pivot, et puis les chiffres macro sur l'emploi et sur l'inflation. Donc ça, on le surveille très attentivement. Maintenant, là, on est sur quelques jours de hausse qui sont alimentés au final par des éléments qui ne sont pas très, très structurels. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus sauter au plafond. Mais en revanche, ce qu'on voit sur la réalité microéconomique, et c'est ce que l'on va proposer à nos clients, c'est d'investir sur des entreprises qui ont un potentiel de croissance en fait à travers des méga trends ou aussi simplement sur des retournements ou des stratégies d'entreprise spécifiques. On voit que sur des bons résultats, les entreprises rebondissent et aussi que les résultats sont bons. Ouais. On le voyait avec ASML, vous en parliez au début ce matin notamment. Oui, on pourrait y revenir, mais effectivement, on sent qu'il y a encore... Alors, il y a beaucoup d'effets d'inertie aussi, mais on sent qu'il y a un décalage entre ce que voient les économistes qui sont effectivement très déprimés aujourd'hui et ce que disent les entreprises, avec beaucoup de prudence, évidemment. On sent bien que les entreprises sont prudentes sur leurs perspectives. Elles ont conscience quand même de l'environnement qui les entoure. Mais du point de vue opérationnel, il y a des warnings ici et là. Bien sûr, il y en aurait à moins dans un contexte qui est quand même très, très compliqué aujourd'hui. Mais globalement, effectivement, l'activité tient le choc. Après... C'est pas juste un an de crise, c'est ce qu'on se disait avant d'entrer en plateau. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Oui, alors en fait, je pense que le Covid, c'était évidemment tout à fait exceptionnel et en fait, les conséquences de Covid, notamment sur les supply chains qui ont été... disons encore plus bouleversés par la situation géopolitique Ukraine-Russie, mais aussi par le retour des tensions entre les États-Unis et la Chine qui sont plus business friendly. Clairement, aujourd'hui, on a des sujets de souveraineté, mais qui sont aussi créatrices d'opportunités. Après, quand on a une macroéconomie déprimée, et là, c'est aussi un petit peu artificiel parce que c'est aussi la hausse des taux pour lutter contre l'inflation qui fait que la macroéconomie va ralentir. Mais en fait, dans cette macro, on a toujours en fait des secteurs et des entreprises qui sont capables de s'adapter. Et on a vu les chiffres de LVMH étaient impressionnants la semaine dernière. Et quelque part, Covid a permis de renforcer cette capacité de manœuvrer son business model en fonction de la conjoncture. Et là, avec l'année qu'on est en train de vivre, ça se répète. Et sur les entreprises qui ont du pricing power, on voit aussi en fait qu'elles ont la capacité de relever leur chiffre d'affaires. Il ne faut pas sous-estimer cette capacité d'adaptation des entreprises, surtout après ce qu'elles ont déjà traversé. Le concept qui est mis en avant par les investisseurs aujourd'hui, c'est le concept de résilience. Alors, c'est un mot un peu fourre-tout, mais oui, cette crise Covid a quand même permis de mettre les questions de résilience au cœur de la stratégie des grandes entreprises globalisées. Et ça porte ses fruits aussi dans un moment compliqué comme celui-là. Oui, absolument. Donc les entreprises peuvent s'adapter et en fait c'est aussi leur modèle de s'adapter. Je veux dire, une entreprise qui ne change pas de vision et qui ne remet pas en question sa stratégie dans un monde qui... Bon, depuis 3 ans, c'est exceptionnel, mais de toute façon, on a eu quand même la vague de fond de la digitalisation. Et aujourd'hui, nous avons la transition énergétique qui vient rajouter, en fait, des contraintes, mais aussi des opportunités. Parce qu'il y a toutes les entreprises un peu globales qui, aujourd'hui, subissent aussi la fermeture relative de la Chine, avec toujours cette volonté réitérée lors du début du congrès d'être sur du zéro Covid. Donc, on a le cas de la Chine en tant que marché
moteur qui est un peu éteint. LVMH, là, par exemple, a profité de la vigueur du dollar et de l'acheteur, du consommateur américain. Du touriste américain, même en Europe. Américain, on l'a vu, oui. les Américains à Paris, beaucoup. Après, il y a aussi d'autres entreprises, en fait, qui bénéficient quelque part du nouveau paradigme, dans le sens où aujourd'hui l'Europe doit repenser sa stratégie d'approvisionnement en matières premières. Alors c'est sur les matières premières, disons, classiques, donc notamment évidemment le gaz. Et là, il y a des entreprises qui sont positionnées, je pense par exemple à GTT, qui fait partie de notre liste de titres recommandés qu'on achète pour nos clients. C'est des entreprises qui ont fait une année exceptionnelle parce qu'elles sont dans la bonne stratégie. Et en plus, là aussi, on a une entreprise, typiquement GTT, j'insiste, parce que c'est un modèle qui est vraiment intelligent, c'est de la tech adaptée aux matières premières. On rappelle, les membranes pour les méthaniers, c'est ça, donc une technologie à peu près unique au monde, en tout cas dans cette ampleur-là, et ils sont au cœur du transport du gaz naturel liquéfié, pour dire les choses. Ils équipent tous les grands méthaniers sortant des chantiers navals coréens ou autres. Absolument, ils équipent donc les membranes de cryogénisation pour transporter le GNL. Aujourd'hui, sachant qu'il y a des sujets aussi d'infrastructure dans les différents ports pour accueillir le GNL, même s'il y a d'autres plays à faire, je pense par exemple à une société qui s'appelle Cheniere aux US, en fait GNL va développer des unités de regasification sur les méthaniers. Et là où ils continuent à innover, et je pense que vraiment il faut sélectionner des entreprises qui ont cette capacité à investir dans la R&D, c'est très important dans le monde dans lequel on vit. Ils vont aussi développer des solutions d'hydrogénier. Donc pour le transport de l'hydrogène. Qui s'adapte à un monde qui est vraiment vecteur d'opportunités aussi, malgré une crise qui nous affecte tous et qui est difficile pour les investisseurs, avec quand même des marchés qui sont très compliqués. Mais voilà, la question c'est à quel moment on réinvestit ? C'est la question. Bien sûr, mais on y reviendra, il nous reste quelques minutes, mais ça m'intéresse beaucoup cette idée de souveraineté, donc qu'on applique effectivement à la thématique énergétique. La souveraineté, c'est aussi un enjeu technologique. Aujourd'hui, vous évoquiez ASML tout à l'heure. Qu'est-ce qui rassure dans la publication et dans les messages envoyés par ASML, donc acteur néerlandais, européen, de la chaîne des semi-conducteurs, très en amont, puisqu'il produit des machines de lithographie qui sont uniques au monde, là aussi, pour permettre justement aux fabricants de chips, de semi-conducteurs, de produire justement les substrats et les chips nécessaires. Ils ont une position de leadership unique au monde, et ils se retrouvent en même temps dans une bataille technologique entre les États-Unis, la Chine et peut-être l'Europe aussi dans une moindre mesure. Oui, alors c'est sûr que l'industrie, là, au moment où on parle des semi-conducteurs, elle est perturbée par les tensions entre la Chine et les États-Unis. Effectivement, il faut avoir sa propre chaîne de valeur dans ces industries qui étaient en fait vraiment le fruit de la globalisation. Enfin, c'était une chaîne qui était très transverse entre les États-Unis, un peu l'Europe, avec des players incontournables, comme vous le disiez, comme ASML, et puis la Chine. Aujourd'hui, chaque zone a envie d'avoir sa propre technologie, c'est une question de souveraineté. Donc, et en parallèle, il y a le méga trend en fait de la digitalisation de toute l'économie qui passe par les semi-conducteurs, qui sont une nouvelle matière première. Et en lame de fond, il y a un autre sujet, c'est le sujet des terres rares, donc d'aller s'approvisionner, là encore, en matières premières pour pouvoir fournir les constructeurs de semis. Mais ASML, qui donc, pour rappel, nous l'avions recommandé chez Bordier en 2013, ça va faire 9 ans, elle valait 70 €. Aujourd'hui, elle est à 425, là, elle prenait 7 à l'ouverture, mais elle est encore en baisse de 40% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, pour nous, pour nos clients qui sont donc des investisseurs de long terme, le rebond du marché action qui se fera certainement quand l'inflation sera sous contrôle, et ça va finir quand même par arriver, on voit bien que les chaînes sont un peu en ralentissement, on a des points d'entrée sur des entreprises que nous n'avions pas vues depuis plusieurs années. Donc je pense que la peur est mauvaise conseillère, il faut rester constructif, et le pire risque qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de manquer d'imagination et d'audace tout en restant prudent.
Mais oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut avoir, pour un groupe comme ASML, encore une fois, et qui concentre beaucoup de challenges, avec une régionalisation technologique du monde, entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, pour faire simple, est-ce qu'on peut avoir les mêmes perspectives pour ce groupe-là que celles qu'on avait en 2013, quand on est rentré sur le dossier à 60 € à l'époque ? Ça n'a rien à voir. La CAPI a explosé. C'est une entreprise qui a bénéficié de ce trend, mais qui est encore très important. Enfin, on le voit bien dans l'électrification des véhicules. On a eu le salon de l'auto. Toutes les voitures vont y passer. Et là, je ne parle que d'un secteur. Donc, continue à avoir une bonne visibilité pour ce type d'entreprise qui, en plus, s'est taillé une part incontournable sur un marché incontournable. Dans un autre secteur que je citais en introduction, mais là aussi, alors ça permet en plus de mettre en avant Nestlé, une société suisse pour une maison comme Bordier. Mais PepsiCo, déjà il y a quelques jours, a relevé ses objectifs. Donc évidemment, on a l'œil sur les entreprises qui sont capables de relever leurs prévisions financières dans ce contexte. Dans le domaine de la grande consommation, là, visiblement, les groupes, je ne dis pas qu'ils sont dans un sweet spot, mais ils arrivent à bien gérer la situation inflationniste jusqu'à présent. Oui, jusqu'ici, les publications microéconomiques sont assez rassurantes et pour nous, ce type de valeurs, c'est des valeurs un peu de fonds de portefeuille. Voilà. Après, dans le monde agroalimentaire, puisqu'il est question de ça, il y a aussi un secteur structurel d'investissement qu'on regarde avec attention, c'est tout ce qui est lié à l'agritech. Donc, en fait, comment participer de la transition énergétique en optimisant les ressources, que ce soit sur l'électricité, mais aussi sur l'eau. Et donc là, en l'occurrence, on a un titre dans notre liste sélection, de valeurs recommandées qui s'appelle Deere, John Deere. Vous connaissez certainement. C'est les machines agricoles, c'est les tracteurs. Oui, on en a tous eu. Ouais. Donc, tracteurs intelligents qui aujourd'hui, ils ont déployer beaucoup d'innovations aussi à travers une digitalisation qui permet de piloter à distance en fait leurs machines-outils et qui permet d'optimiser les rendements, l'utilisation de fertilisants et de faire aussi des économies d'énergie sur les différentes matières premières qui sont nécessaires à la production d'une denrée qui est aussi essentielle. Et là aussi, l'accent a été mis sur cette nécessité. Depuis le conflit russo-ukrainien, on sait tous que l'Ukraine était un grand exportateur. Un grenier, voilà. Donc, thématique structurelle d'investissement, revenir progressivement sur des points d'entrée qui sont très attractifs. Oui, c'est ça. On ne manque pas d'idées. On peut même avoir des fortes convictions aujourd'hui, malgré une période aussi troublée que celle qu'on traverse. Reste la question du timing, Alice. Alors, vous le disiez en introduction, effectivement, et depuis quelques jours, depuis le début du mois d'octobre, on a vu quand même les indices actions revenir sur des niveaux, des points bas très importants, des niveaux techniques très importants. Mais à chaque fois, les marchés ont rebondi d'une certaine manière. En tout cas, on n'a jamais vu les marchés remettre une pièce dans la baisse à partir de certains niveaux très bas qui ont pu être atteints encore ces dernières semaines. Ce qui donne d'ailleurs parfois des mouvements très spectaculaires au sein d'une même séance. On a des renversements de tendance quasi historiques pour des grands indices comme le S&P américain. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des investisseurs là, sur cette partie action notamment ? Moi, je ne dis pas, là, aujourd'hui, on est sur le point bas. En revanche, on a des points d'entrée intéressants. On pense que tant que la macroéconomie sera dégradée et les chiffres restent mauvais, on le voit quand il y a un chiffre de l'inflation qui est supérieur aux attentes, le marché est vraiment orienté à la baisse. Donc, la tendance de fond est plutôt baissière. En revanche, quand nous ne sommes pas des investisseurs uniquement actions. Et là, notre travail aussi, c'est notre travail d'allocataire, c'est-à-dire que il y avait l'effet TINA. L'acronyme There is no alternative aux actions parce que les taux étaient super bas. Maintenant, il y a l'acronyme TARA. Donc, There are reasonable alternatives. Donc, on peut aller sur du crédit, l'investment grade européen, par exemple, qui commence à avoir un rendement intéressant pour des durations qui sont assez courtes. Donc, on a cette alternative-là. Et donc, on peut redéployer notre cash
aujourd'hui, en même temps, être prudent et conserver ses liquidités de manière à pouvoir revenir doucement sur différents types d'actifs et toujours ce principe de diversification sectorielle, géographique et même au sein d'un même secteur, on voit des disparités de performance. Je pense par exemple dans le luxe, qui sont importantes. Donc avoir une gestion active et passer par un stock picking, fund picking et aujourd'hui à nouveau band picking réactif et opportuniste, ça reprend tout son sens. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait acheter un indice et puis laisser dormir, quoi. Oui, c'était difficile de battre un ETF S&P 500 au cours des dernières années. Ce sera peut-être différent dans le nouveau monde. On l'espère. C'est là où est notre manière valeur ajoutée, d'investir qui va être très différente de ce point de vue-là. Exactement. Les paramètres ont changé. Il faut s'adapter en permanence. Comme une entreprise s'adapte aux paramètres d'un nouveau monde, et nous, en tant qu'investisseurs, on s'adapte à de nouveaux paramètres économico-financiers. Merci beaucoup Alice. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette demi-heure. Gérante chez Bordier et compagnie à Paris qui nous accompagnait dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.